Bonsoir et merci d'être avec nous. L'image du jour, le foyer Jeanne d'Albret situé à Nouméa souffle peut-être sa 90e et dernière bougie. Est-ce la dernière? Voici les titres. 5 générations de Calédoniennes sont passées par ce foyer. Jeanne d'Albret accueille des filles scolarisées à Nouméa depuis 1958. Cet institut permet aux jeunes étudiantes des îles du Nord ou encore du Vanuatu d'avoir un toit le temps de leur scolarité. Aujourd'hui, faute de financement, détail dans cette édition. À Canalach, pas de transport scolaire depuis lundi pour les écoles publiques suite à une grève des transporteurs. Une situation qui complique l'organisation des cours dans les établissements mais aussi celle des familles. Notre journaliste du centre nous racontera comment les professeurs s'adaptent à cette situation. Et enfin, consacré aux conséquences de l'érosion au pays, le dernier volet de notre feuilleton se porte ce soir sur les solutions pour faire face à ce phénomène. Pistes et explications à la fin de votre journal. Je vous le disais, c'est un gâteau d'anniversaire au goût amer qu'a eu droit le conseil d'administration du foyer. Jeanne d'Albret a fêté aujourd'hui ses 90 ans d'existence. Faute de soutien financier, l'Institut devrait fermer ses portes au mois de décembre. Pour rappel, le foyer accueille 5 générations de Calédoniennes car cet institut héberge que des filles avec une capacité de 50 pensionnaires. Cette année, l'Institut en héberge que 36. Parmi elles, Naomi, étudiante au lycée de Saint-Joseph de Cluny. Pour elle, Jeanne d'Albret ne devrait pas fermer Duke Menango. Je suis au foyer depuis seconde, ça va faire 2 ans. Là. 3 ans cette année en fait. Et puis ici c'est ma chambre, je suis avec une fille de Pointe-Dimier qui est au lycée à Docamo. Et on a chacun notre bureau et moi je dors là. Et ma copine, elle dort en dessous. On a chacun notre armoire. Et puis, voilà. Ça apporte plus aux filles, quoi, Jeanne d'Albret. Parce que c'est mieux cadré. Comment on dit? Les horaires, c'est fixe, hein, tout ça. Du coup, tu ne peux pas faire des bêtises sur les côtés, tout ça. Tu dois rentrer à l'heure. Puis ils sont toujours derrière nous, tout ça, pour les notes. Si tout se passe bien, Naomi devrait décrocher son bac en fin d'année. Mais si son foyer ferme en décembre, elle pense surtout à ses petites sœurs de Jeanne d'Albret en classe de seconde et première. Ça va être une grosse perte, puisque les filles qui sont en seconde et puis qui sont juste là dans les lycées, dans les alentours, mais ça va être dur pour eux, même si, c'est pour ceux qui sont en brousse, en fait. Ça apporte de la facilité pour eux, pour aller au lycée, tout ça. Puis de rentrer plutôt que de marcher des longues distances pour aller dans les foyers qui sont bien loin, quoi. Le conseil d'administration et le personnel continuent de se battre pour trouver une solution pérenne. Ces derniers avaient déjà tiré la sonnette d'alarme l'année dernière lorsque la subvention de 10 millions de la province sud lui était incertaine. Pour fonctionner correctement, cette maison d'éducation pour jeunes filles nécessite un budget de 25 millions de nos francs, une somme loin d'être colossale pour cette membre du conseil d'administration, mais aussi ancienne élève de Jeanne d'Albret. Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Vous savez, quand on entend que la ministre de l'Éducation justifie les 60 millions qu'elle donne à l'école James Cook, qui est quand même une école, on va dire, de gens aisés, c'est une façon pour nous, enfin, je pense, c'est de donner encore plus à ceux qui en ont et de retirer à ceux qui n'en ont pas assez. Voilà, et ça, c'est au détriment de notre jeunesse. Hein. En période électorale, l'avenir de cet outil d'éducation est donc incertain. La direction prépare tout de même son personnel à un éventuel licenciement et les élèves à d'autres solutions que cet institut fort de 90 ans de vie calédonienne.
Sollicité, Lenye en charge de l'enseignement au gouvernement a déclaré le projet éducatif permet de passer un contrat uniquement avec des établissements d'enseignement privés et non avec des internats. C'est la raison pour laquelle la contractualisation est une prise en charge uniquement des enseignants par l'État et aucune prise en charge par la Nouvelle-Calédonie. Cependant, la Nouvelle-Calédonie a imposé 2 conditions à l'école James Cook: accueillir des enfants boursiers avec une gratuité des frais de scolarité entièrement prise en charge par l'école James Cook et enfin réduire les frais de scolarité pour les autres enfants scolarisés dans les classes sous contrat. Direction Canala, là-bas c'est le transport qui impacte la scolarité des élèves des écoles publiques de la commune. Dès lundi, les transporteurs du GIE Kharachu sont en grève. Ils souhaitent une garantie sur le prochain marché suite à l'appel d'offres lancé par la mairie. Des conditions qui handicapent les parents mais aussi les cours en classe. Quelles sont les conséquences de ce mouvement? Les précisions de Vanessa Kédé, notre correspondante dans le centre. Sur les 279 élèves inscrits dans les écoles publiques de Canala, un tiers de l'effectif n'a repris l'école depuis lundi, faute de moyens de transport. Depuis mardi, certains parents d'élèves ont dû véhiculer leurs enfants pour être présents à l'école. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour tous les élèves. Les classes sont dégarnies, les cours ne sont pas faits dans les meilleures conditions pour le personnel enseignant. Pour éviter qu'il n'y ait pas d'écart entre les élèves présents et ceux pris en otage par la situation, les cours prennent des tournures d'ateliers pour les élèves présents. Conséquence, le programme scolaire prend énormément de retard. Voilà, une réunion a lieu à partir de 15h. Elle n'est pas finie actuellement. Le transport ne reprendra pas demain. C'est une première à Dambéa. Ce mercredi, s'est tenue une journée conférence-débat autour du thème « La citoyenneté » à l'hôtel de ville de Dambéa. Une première qui a attiré peu de monde, mais malgré tout riche en échanges. Certaines propositions ont même été faites. Propositions qui pourraient peut-être voir le jour grâce à ce débat-échange. Reportage de Lindsay Wamo. Les violences chez les jeunes, c'est le premier thème abordé dès le lancement des débats. Chacun partage leur expérience, comme ce principal des collèges qui, à la veille de la retraite, fait son bilan avec émotion. Je me suis donc mis à m'interroger sur mon parcours personnel, qui m'a amené en 2018 à prendre des positions bien différentes. À savoir, et si on arrêtait de lutter contre la violence et qu'on passait à la construction de la paix? Si on compare la violence à une rivière et que l'on tente de barrer la route à cette rivière, c'est ce que nous avons fait. Eh bien, on met un caillou, 2 cailloux, et puis on est une équipe d'éducateurs. Eh bien, on prend des cailloux, puis on y met. On en met là, on en met là. Et l'eau, elle continue à passer. Mais comment voulez-vous être dans la bienveillance quand vous êtes dans cette lutte quotidienne? Revoir la politique dans les écoles, un avis partagé par la jeune génération. Malheureusement, encore aujourd'hui, on favorise beaucoup la compétition et non pas la coopération. Et au long de ces échanges autour des valeurs, survient une question. Bon, il y a cette journée de la citoyenneté aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se fait le 24 septembre à Dambéa? C'est intéressant de nous poser la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose le 24 septembre. Mais aujourd'hui, on est aussi en train de construire nos actions citoyennes à Dambéa parce que ça pourrait être des actions très simples. Hein, on réunit l'ensemble des communautés et puis on passe, on fait un repas ensemble, comme tout à l'heure c'était cité. Des actions de découverte de la culture de l'autre. Je crois que de toute manière, c'est vraiment dans ce sens que si des actions doivent être menées, elles devraient l'être. Une proposition reçue avec enthousiasme par le Conseil des jeunes qui s'est tout de suite proposé de faire un jardin sur Dambéa où les récoltes seront réservées au 24 septembre. Suite à ce débat, il se pourrait donc qu'une fête pour le 24 septembre s'organise à Dambéa. Je vais réfléchir effectivement avec l'ensemble des parties prenantes sur l'éventualité effectivement d'une action pour cette journée. Pour l'instant, il n'y a pas de date précise pour la prochaine journée citoyenne, mais la mairie de Dambéa compte pérenniser ce rendez-vous. Ce week-end, chacun d'entre nous fêteront la Pâques, une fête religieuse pour certains, pour d'autres une occasion de se goinfrer de chocolat.
Manger du chocolat, ok, mais sans déchets, c'est bien mieux. L'association Zéro Déchet NC a mis en place des ateliers au cours duquel elle propose des alternatives à l'utilisation de plastique ou encore la fabrication de chocolat à zéro déchet. Un reportage que nous associons à notre grande cause sur la gestion des déchets, un reportage de Milka Toua. Vous pouvez confectionner votre chocolat en toute simplicité à la maison et sans produire de déchets. Il vous faudra pour cela 85 g de sucre, 55 g de cacao cru, meilleur pour la santé et moins polluant pour la planète, 120 g de cacao cru et 60 g d'huile de coco. Vous devrez faire fondre le beurre de cacao dans l'huile de coco à l'aide d'un récipient au bain-marie. Ensuite, faites fondre le sucre en y ajoutant un peu d'eau avec précaution pour éviter que le sucre se caramélise. Ajoutez petit à petit le cacao dans le beurre de cacao fondu. Ajoutez le sucre fondu et mélangez le tout afin d'obtenir un mélange homogène. Enfin, disposez le mélange dans un moule et laissez-le 6 heures au frais. Pour la chasse aux œufs de Pâques, vous pouvez réaliser des œufs en bois, en pâte à sel ou encore redécorés. Là, on vide un œuf. Avec un petit trou ici, vous videz l'œuf des deux côtés, vous soufflez, et puis vous n'avez plus qu'à peindre l'œuf avec votre enfant. Donc le consommateur aujourd'hui, il a la capacité de faire changer la consommation d'ordre général. Donc les magasins ont envie de s'adapter et les commerçants ont aussi envie d'attirer ces clients-là. Alors tout le monde est gagnant parce qu'eux n'ont pas à dépenser l'emballage et le client ne repart pas avec un emballage de plus chez lui. D'après l'association, durant le jour de Pâques, on produirait 10 fois plus de déchets. Si cette semaine, dans notre feuilleton, nous vous avions montré les conséquences et les inquiétudes de la population ou encore des commerçants face à la montée des eaux, ce soir, nous nous sommes posé la question des solutions pour sauver nos plages, nos habitations contre l'érosion. Quelles sont les solutions pour sauver nos îles de la montée des eaux? Les pistes et les explications d'Océane Zobler. Différentes études ont été faites au pays pour comprendre le phénomène d'érosion dans le Pacifique. Le projet GERSA, mené par l'Institut de recherche pour le développement en 2006, a permis la mise en place de 6 zones côtières inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces zones permettent aujourd'hui de faire des études concrètes de terrain et sensibiliser la population sur ce phénomène d'érosion. En 2014, c'est le projet Intègre, à l'échelle du Pacifique, qui soutient la gestion de ces zones côtières et permet le réaménagement de certaines plages au pays grâce aux 25 millions du Fonds européen de développement. À Touault, par exemple, des bois ont été placés sur plusieurs dizaines de mètres pour figer le trait de côte. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes car la mer gagne toujours plus de terrain et ça coûte cher. Dans d'autres pays du Pacifique, la solution, c'est de partir. La mise en place de digues ne suffit plus. Au Kiribati, les populations ont déjà commencé à migrer vers la Nouvelle-Zélande ou Fidji. Cinq îles des Salomon, dans le Pacifique, ont totalement disparu, où une dizaine de maisons se sont retrouvées dans la mer. Certains ont donc opté pour des villes artificielles. C'est le cas de l'île d'Ulumale, aux Maldives, faite grâce à du remblai de sable sur 244 hectares. Une construction qui date de 1997 et qui devrait prendre fin en 2020. Cependant, des travaux onéreux doivent être faits quotidiennement pour l'entretenir. Alors, quelle est la solution face à cette montée des eaux ? Un autre projet commandé par l'Organisation des Nations Unies, datant du 3 avril dernier, fait parler de lui, Oceanix. Il s'agit d'un assemblage de plateformes de 20 000 m² avec 6 hexagones et une serre centrale. Chaque village pourra accueillir 300 personnes, des villes autosuffisantes capables de résister à des tsunamis et ouragans. Mais les Amérindiens avaient déjà, depuis le XIIIe siècle, construit des îles flottantes, créées par les Huros pour échapper aux Incas. Ces radeaux de 200 à 600 m² fabriqués par empilement de joncs d'1 mètre d'épaisseur sont fixés au fond du lac. Ces habitants sont autonomes, ils boivent l'eau du lac, s'éclairent au photovoltaïque,
vivent de la pêche, de la chasse au canard, mais surtout du tourisme. La solution était-elle sous notre nez depuis longtemps ? Voilà les conséquences de l'érosion. On en parle en longueur dans notre émission. Bienvenue dans la bande, juste après la météo. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de Calédonia.